Bonsoir, ravi de vous accueillir dans votre nouvelle émission de débat 60 minutes pour comprendre. Tous les soirs de la semaine, nous nous donnerons 60 minutes pour analyser, 60 minutes pour décrypter, pour vous donner des clés de lecture, bref, 60 minutes pour essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale du moment. Tous les soirs, pendant 60 minutes et en direct, car l'émission est en direct, nous le ferons en compagnie d'experts et d'observateurs nationaux et internationaux. Sachez également que cette émission est aussi et surtout la vôtre, donc je vous invite à réagir tout au long de l'émission sur la page Facebook de Média TV, sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur hashtag 60MPC, donc n'hésitez pas à poster vos questions et réactions, elles nous permettront d'alimenter le débat. Il fallait être dans une caverne, loin de tout en expédition, quelque part, pour ne pas être exposé à la campagne électorale. Ce soir, en première partie de 60 minutes pour comprendre, nous avons choisi de parler des enjeux de ces élections, des affrontements que ces enjeux génèrent et surtout de mieux comprendre à quoi vont servir ces élections et l'impact qu'elles devraient avoir sur vous, sur nous, en tant que citoyens marocains. Les experts qui ont accepté de nous éclairer ce soir sont professeur Abdullah Saaf, vous êtes professeur de sciences politiques à la faculté des sciences juridiques de Rabat, bonsoir, merci d'être avec nous. Professeur Moustapha Shimi, vous êtes professeur de droit, politologue, bienvenue ce soir. Et monsieur Abdullah Tourabi, vous êtes directeur de publication du magazine Tel Quel. Merci d'être avec nous ce soir pour cette première de 60 minutes pour comprendre, pour que nous puissions justement donner à nos téléspectateurs une grille de lecture, on va dire, simple, vulgarisée des élections et de la campagne électorale qui a lieu en ce moment. L'échéance de vendredi, à travers des discussions qu'on peut avoir, semble historique pour certains, pour d'autres non. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Mais avant qu'on aille vraiment dans votre analyse de la campagne qui est en cours, j'aimerais revenir sur vraiment la fonction de ces élections. C'est-à-dire, en gros, à quoi elles vont servir vraiment. Qui va-t-on élire, professeur Simi? Il faut commencer par rappeler le contexte. Il y a eu la nouvelle constitution de juillet 2011, suivie par les élections législatives du 25 novembre de la même année. C'est la première fois qu'on est dans cette situation-là qui est inédite. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'organiser un scrutin le 4 septembre, qui est un scrutin double, et tant pour les communales que pour les régionales, mais c'est en même temps un scrutin qui intervient sous l'égide d'un gouvernement issu des élections de novembre 2011 et un gouvernement dirigé par le secrétaire général du PJD, Abdillah Bikiren. L'idée qui pourrait s'installer, ce serait qu'il y ait un vote sanction, c'est-à-dire que les électeurs, les 15 et quelques millions, on n'est pas loin de 16 millions d'électeurs inscrits, on va y revenir, iraient aux urnes et donc ils se prononceraient aussi sur le bilan de l'action gouvernementale. Or, les enjeux ne sont pas de cette nature. Alors justement, quels sont les enjeux? Et j'aimerais qu'on revienne, avant qu'on parle justement de ce que ça génère hein, comme affrontement. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un nouveau mode de scrutin. On descend d'un cran, c'est-à-dire qu'on ramène les citoyens de plus en plus vers leurs élus locaux. On élit qui, concrètement? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui savent pas, est-ce que c'est le président de région, est-ce que c'est les présidents de la commune, le président d'arrondissement? On met en place une structure inédite qui est la région, telle qu'elle a été conçue dans la Constitution de 2011. Et on avait l'habitude d'organiser des consultations sur le local, sur la représentation locale. Donc vous avez un maillon qui a été rénové, restructuré, qui est la région, et un autre niveau de la collectivité territoriale auquel on est habitué depuis des décennies, mais qui lui aussi a connu des modifications. Donc nous nous situons à des niveaux qui ne sont pas le centre national du paysage politique. C'est, comme vous le savez, la Constitution a procédé à une séparation, disons, à une forte distinction des pouvoirs de manière horizontale, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et les blocs de pouvoir aussi, l'institution monarchique et le reste, mais aussi à une forte distinction en termes verticaux, c'est-à-dire le national et le périphérique. Ça, c'est l'élément dans le paysage, donc le contexte général, c'est bien celui-là.
C'est une sorte de complément à la réforme, aux différentes réformes de l'État qui sont entreprises dans notre vie politique. Ça, c'est... Puis a été fortement introduite aussi l'idée que, en termes de gouvernance, les choses se font le mieux par ceux qui les connaissent, ceux qui en sont proches. Donc les élites locales, les élites régionales. Nous ne parlons pas beaucoup des élites provinciales. Ça, c'est un niveau auquel il faudra consacrer d'autres occasions de débat. Et en faisant cela, la Constitution de 2011 a utilisé au moins à 6 reprises le terme d'unité, donc en parlant même de la région, unité de l'État. C'est-à-dire, on procède à la mise en place de cette nouvelle structure, la régionalisation, dans le cadre d'une régionalisation, mais en insistant sur l'unité de l'État, c'est-à-dire que c'est le même État de droit, la même jurisprudence, les mêmes valeurs, les mêmes constantes. Mais est-ce que ce message que vous transmettez, est-ce que vous pensez que les électeurs qui vont se rendre aux urnes vendredi, ils l'ont compris? Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, vous me disiez que la campagne électorale, j'ai dit dans mon introduction que ma campagne électorale était très visible, mais vous n'étiez pas d'accord avec ça. Monsieur Tourabi, est-ce que vous pensez que les gens sont conscients de ça, justement? Que les électeurs sont conscients de ça? Enfin, je pense en l'absence de sondages et d'études qui ont été faites sur le terrain pour pouvoir dire à quel point c'est... Oui, ça, on est d'accord. Mais après, on travaille avec du ressenti. Hein. Oui, enfin des ressentis, oui, bien sûr, c'est très difficile, parce que ça reste quand même un système qui est très très complexe, enfin, sur plusieurs niveaux, la ville, la région, etc. C'est très très difficile. Mais par contre, ce qui caractérise ces élections communales, ces élections régionales, par rapport aux élections législatives, c'est qu'il y a des enjeux qui sont très locaux. C'est-à-dire que les gens, ils votent pour des considérations, par exemple, claniques, pour des considérations tribales, pour des considérations des services qui sont rendus dans les médias, par exemple, un ancien élu qui rend des services qui sont des services qui sont directs. On va dire, par exemple, pour construire, ou certains, quand on a besoin d'un document administratif, il est capable de faciliter l'accès à ce genre de document. Donc, les services qui sont rendus sont très très déterminants, et aussi les éléments, enfin comme je l'avais dit, des éléments qui sont d'appartenance commune, tribale. Ça c'est quelque chose dont on a parlé pour les élites provinciales, c'est très très important, et ça c'est très déterminant, c'est le poids des élites dans les élites et le poids des notables dans ces élections. Il est beaucoup plus déterminant, comme on l'a vu aux élections de 2011, où la victoire du PJD a été une victoire d'un parti avec une grande connotation idéologique, avec une grande force idéologique, qui a été une victoire d'un parti idéologique sur des partis de notables en grande partie. Là, dans ces élections régionales et dans ces élections locales, il y a une logique qui est un tout petit peu différente, où on vote pour son cousin, on vote pour le chef de clan. Alors justement, ça pose une question qui est quand même centrale, puisqu'on voit on va en parler justement des partis qui sont en train de lutter avec acharnement pour conquérir des régions. Est-ce que là, à la lumière de ce que vous nous dites, est-ce qu'on va élire des gens ou est-ce qu'on va voter pour un parti? Parce qu'à vous entendre, on vote pour des hommes. Alors, je voudrais vous répondre sur ce point en faisant d'abord une observation. Saad Lassaf y a fait référence. Dans la culture citoyenne de l'électeur marocain, il y a la commune et il y a le Parlement, indépendamment de l'institution monarchique. Vous parlez dans la perception? Oui, dans la culture. C'est la commune et le Parlement. Voilà qu'intervient un étage intermédiaire qui est celui de la région. La difficulté qui existe, c'est d'appréhender ce fait qui est un fait extrêmement important. C'est-à-dire que la région, maintenant, est une nouvelle collectivité territoriale, et ça, c'est la nouvelle constitution de 2011. À côté de la commune, des provinces, préfectures, il y a la région. Donc, c'est extrêmement important. Et la difficulté pour les citoyens et pour les partis politiques, c'est d'intégrer cette novation, cette nouveauté. Maintenant, pour ce qui est de comment les électeurs perçoivent cela, le vote au Maroc est extrêmement compliqué. C'est un vote d'abord personnel. C'est un vote pour une personne. C'est ça. Oui, on vote d'abord pour une personne. Hajj Mohamed. On connaît le bled, machin, le Qbila, etc. Bien. À côté de ça, il y a plusieurs hajjaj qui sont candidats. Donc, c'est le statut social, c'est l'environnement,
c'est les affaires qu'il a, les intérêts locaux qu'il peut avoir, etc., qui sont un facteur de mobilisation citoyenne. Et la difficulté pour les partis, c'est de parrainer des candidats. Il ne s'agit pas de faire du chiffre, d'avoir de 5 000, 10 000, 12 000 candidats. Il s'agit d'avoir des candidats en situation d'éligibilité. Et on a un phénomène qu'on a observé, c'est que ce sont souvent les notables, avec ou sans guillemets, qui choisissent les partis. D'où d'ailleurs le phénomène de la transhumance. Nous connaissons tous des notables qui, pendant 4 ans, changeaient 5 fois de parti. Voilà. Donc nous en sommes là. C'est un vote qui présente un certain nombre de particularités, qui pose problème aux partis politiques pour ce qui est de leur encadrement, et qui déclasse la place accordée au programme. C'est là que je voudrais enchaîner. Moi, j'ai lu les programmes. J'en ai lu 6. Il y a 6 programmes qui sont disponibles, qui étaient disponibles il y a 2 jours. Je peux vous dire qu'il y a une grande parenté entre les programmes. Il y a un air de famille, le développement, l'habitat, le social, etc. Je vous passe sur les détails. C'est à peu près logique puisqu'on est vraiment au niveau local, donc l'idéologie ne va pas trop mais la rentrer à l'intérieur. difficulté, c'est se distinguer. Qu'est-ce qui fait la distinction? Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen va voter pour candidat X du parti I X' et pas un autre? C'est fondamentalement le profil de la personne. Et la deuxième raison que je voudrais ajouter, c'est la difficulté pour les partis politiques aujourd'hui, une difficulté qui n'est pas surmontée, c'est qu'ils ont l'habitude de penser élection locale et de penser élection nationale, Parlement. Ils ont des problèmes de cadrage et de repérage pour trouver des thèmes qui soient des thèmes régionaux, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Historiquement, nos partis sont des partis qui ont fonctionné suivant un système de centralisation, à l'image de l'État d'ailleurs. La difficulté pour eux, c'est de s'adapter à cet étage intermédiaire dont parlait mon ami Abdel tout à l'heure, qui est un étage surprenant et inédit, et d'où d'ailleurs les problèmes qu'il y a à rendre lisible la campagne électorale. Moi, je voudrais compléter. Effectivement, il y a une tradition, c'est ainsi que ça se faisait. Le vote est personnel, le vote... d'autres considérations, le poids financier, la posture sociale, etc. Mais il y a aussi le fait que la conscience politique dans la société marocaine n'est plus ce qu'elle était auparavant. Elle est différente. On ne voit pas, souvent dans les grandes villes, on ne voit pas bien cette vie électorale qui est propre au temps électoral. C'est pas une ambiance. C'est le sentiment que vous avez tout à l'heure. Vous sentez pas que c'est pas une campagne qui bat son plein, c'est timide? Là aussi, c'est une remarque que l'on pouvait faire déjà précédemment, en 2007, en 2009. Elle doit couler sous les ponts depuis là. En temps des élections, vous arrivez dans un patelin, un village, un centre urbain, une grande ville, hein. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une concurrence, qu'il y a un affrontement, c'est pas très visible. Peut-être que les élections chez nous empruntent des chemins moins visibles que ceux que l'on voit dans d'autres contextes sociaux. Mais c'est bien ce que on peut relever même aujourd'hui. Alors j'aimerais revenir sur la région, juste pour recentrer là-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut expliquer quel va être concrètement son rôle? Est-ce qu'elle va avoir un budget? Quelle va être la visibilité et les moyens du président de la région, justement? C'est une nouvelle collectivité territoriale qui, sur la base de la loi organique qui a été publiée il y a quelques semaines, a des attributions importantes. Ce sont d'abord des attributions économiques, sociales, culturelles, sportives. C'est-à-dire, il y a la possibilité pour la région d'être un pôle de mobilisation des potentialités, de lancement et d'accompagnement de projets dans le périmètre de la région. La question des ressources. Les ressources sont de divers ordres. Il y a d'abord les ressources propres à la région. Elle a la possibilité d'avoir des ressources fiscales, financières, donc avec une imposition déclinée suivant les secteurs d'activité, etc. Deuxième source de financement, les subventions de l'État. C'est important. Il est prévu, je peux vous le dire, pour le budget 2016, une dotation de 10 milliards de dirhams, qui est déjà prévue dans le projet de loi de finances actuellement en discussion pour 2016. Donc
ça n'est pas négligeable. C'est les deux fonds. Les deux, plus la possibilité pour la région Parce que vous parlez des 10 milliards de dirhams. Pour les 12 régions. Pour les 12 régions. Les 12 régions, c'est un budget important. C'est un budget important. Évidemment, c'est encore insuffisant par rapport à tout ce qu'il faut faire, mais c'est un budget important. La troisième source de financement, c'est la possibilité pour la région d'avoir des crédits, des prêts auprès du fonds du FEC, etc. Donc, il y a la possibilité, là, d'avoir des ressources. Il faut ajouter qu'il y a aussi la possibilité d'une péréquation, une sorte de solidarité entre les différentes régions compte tenu du niveau de développement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus productives économiquement que d'autres. On va prendre l'axe Casa-Rabat. Est-ce que ça va être dilué finalement? Ça va être partiellement. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre ce qu'il faut à Casablanca pour donner à d'autres régions, etc. Mais il y a un fonds de péréquation qui est intéressant. Donc il y a des choses à faire. Je voudrais ajouter ceci, c'est qu'on fait de la région une entreprise en termes de management. La difficulté, c'est d'avoir les hommes qu'il faut, le problème des élites qui a été posé tout à l'heure, le problème de l'exécutif. La nouveauté, cependant, c'est qu'avec les corrections qu'il y a eu lors des débats parlementaires, le président du conseil de région est le chef de l'organe exécutif. Donc c'est un vrai patron, c'est un vrai maître d'œuvre, et c'est ça aussi qui est intéressant, il est ordonnateur des dépenses. Alors dans l'ancien projet, il faut des compétences pour ça. C'est toute la difficulté. Bah oui, mais alors vous parliez, voilà, on va parler d'hommes d'élite. Est-ce qu'aujourd'hui la formation, les compétences requises pour diriger une région, en fait, c'est pas. Bon, évidemment, ça c'est le problème qui se pose, enfin pas seulement pour les régions, mais qui se posait déjà pour les assemblées locales et pour le conseil de ville. C'était ça la question qui se posait, c'est la question des compétences. Est-ce que les élus sont suffisamment formés pour gérer d'une façon moderne, d'une façon rationnelle des comptes, et surtout avec les régions, ce qui a été dit tout à l'heure, parce que la région aura un rôle économique qui est très très important. Ça sera une sorte pour attirer les investissements, pour construire des routes, pour devenir une sorte de hub économique. Il y a plusieurs modèles qui existent, que ce soit le modèle en France ou le modèle en Espagne, c'est des modèles qui ont été posés. Donc il faut bien sûr des compétences pour ça. On les a ? Et dans les faits Non mais je vous pose la question, est-ce qu'on les a? On les a, mais les procédures de sélection des candidats ne permettent pas la promotion de toutes les élites. Alors, justement, ça me fait venir au chiffre, parce que je vais quand même vous donner un chiffre, et pour que nos téléspectateurs le voient. 130 925, c'est le nombre total de candidats donc, aux élections communales et régionales. On a 31 503 postes à pourvoir dans le cadre des élections communales, et 678, c'est le nombre total de sièges à pourvoir pour les élections régionales. Quelle lecture vous avez de ce chiffre? 130 000 candidats. Première observation pour les communales, pour les communales, c'est 4 candidats, c'est un taux moyen de 4 candidats par siège à pourvoir. Il y a une forte compétition. Et traditionnellement, les communales donnent lieu toujours à une vive compétition. Pour ce qui est des régionales, vous avez donné le chiffre de 678 sièges à pourvoir, mais vous n'avez pas donné le chiffre des candidats. 7 588, oui. Ça fait 11 candidats pour un siège à pourvoir. Et c'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que l'enjeu, il est local, bien sûr, mais à un autre niveau, il est régional. Pourquoi? Parce que les candidats ont compris, je vais résumer, que les régions vont avoir des attributions importantes et que dans les stratégies de carrière, il vaut mieux, aujourd'hui et demain, être président de région qu'être ministre. Parce que ça donne une capacité de mobilisation et d'influence extrêmement importante. Ce qui explique peut-être le nombre de ministres candidats. Oui. Mais il ne faut pas oublier que cette législature, appelons-la, cette partie de la vie de la région chez nous, elle aura principalement pour objectif d'installer. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des entrepreneurs performants. C'est l'installation de cette structure. Moi, je n'imagine pas que la région va atteindre les objectifs qui sont inscrits dans cette philosophie de la régionalisation. L'installation, la mise en place, et il y aura des obstacles, des difficultés. Il y a un problème de culture. Il y a un problème de culture. Comment la classe politique marocaine, au niveau national et au niveau local, va intégrer cette nouvelle donne.
Ça se situe là, donc ça se situe dans ce cadre. Je ne pense pas qu'il faille attendre beaucoup plus. Alors, sur l'articulation entre le national, le provincial, le régional, le provincial et le local, c'est l'idée du millefeuille. Il n'est pas clair aujourd'hui, à ce stade, comment va se faire l'articulation entre les deux. On aura les pratiques suivantes, en fait. On aura ce que fait le président de commune, ce que fait le président de province, ce que fait et tout cela un peu superposé. Il faudra du temps pour que ça s'intègre, que ça s'articule et qu'on trouve notre chemin sur le plan institutionnel. Alors justement, là on voit bien où se place l'enjeu, hein, vous l'avez bien résumé avec ce chiffre-là. Monsieur Tourabi, vous êtes homme de presse et on a vu des acharnements, enfin des affrontements plutôt, hein, pendant la campagne. Ça se situe là, vraiment? Alors là on parlait d'hommes, hein, alors revenons aux partis. Là les partis se battent concrètement pour le contrôle. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Ce ne sera pas une figure de style de dire que c'est les élections parmi les élections les plus importantes de l'histoire politique, enfin moderne du Maroc. Pourquoi? Parce que c'est des élections qui interviennent d'abord avec un nouveau cadre institutionnel, on l'a dit tout à l'heure, on l'a répété plusieurs fois, avec des attributions qui sont élargies de la région, et je suis complètement d'accord avec Saïmi quand il dit vaut mieux, enfin dorénavant, être président de région qu'être ministre, en termes de compétences, en termes d'attributions, en termes aussi de budget. Ça va faire plaisir à certains, ça. À gérer, bien sûr. Deuxième chose, il y a ces enjeux-là, et deuxième chose, c'est les enjeux politiques. C'est-à-dire qu'on est là avec des partis qui sont en train de jouer, leur avenir politique, dont c'est cette campagne électorale, ce qui explique un petit peu les excès, les sorties un peu transières parfois des uns et des autres. Là, on est dans un temps d'accélération de la campagne électorale. On est en train de le voir. Les sorties de Benkelin, par exemple, quand il accuse le PAM, M. Bakouré, quand il accuse Benkelin. Là, il y a une plainte qui a été déposée aujourd'hui par Abdefou Habil, l'avocat du PAM, contre Benkelin. Donc, on se déchire là. Il y a un enjeu. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu politique qui est très important. Ça intervient dans un temps. On a le premier gouvernement d'un parti dirigé par un parti islamiste. Et donc, il y a cet enjeu-là. Il y a des partis qui veulent un petit peu, qui souhaitent, pour les élections de 2016, détrôner le PJD. Et le meilleur ancrage, une sorte de rampe de lancement, ce sont les élections régionales et locales. Pourquoi? Parce qu'on arrive à avoir un meilleur maillage territorial, on arrive à avoir des élus locaux qui arrivent à avoir une clientèle qui sera des clientèles qui va voter pour le parti aux élections de 2016, qui sera déterminante pour le prochain gouvernement. Abdillah Benkelin aussi, qui est en train de jouer aussi une grande partie de sa crédibilité politique et de son bilan, parce qu'il n'arrête pas de mettre, qui est paradoxal, dans des élections locales, mettre en considération et en exergue son bilan en tant que chef de gouvernement. Donc il y a cet enjeu-là qui est un enjeu politique éminent. Des partis qui sont en train de jouer leur avenir politique. On n'a pas parlé encore de l'UCFP. L'UCFP, c'est des élections qui sont très déterminantes pour le Chgar, le secrétaire général des partis, parce que voilà, pour le Stirklal aussi. Est-ce qu'on a aujourd'hui, encore une fois, en l'absence de sondage, hein, on raisonne encore une fois avec du ressenti, mais le vôtre qui est extrêmement important pour nous. Est-ce qu'il y a une lisibilité? Est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui des résultats ou pas? Est-ce qu'on peut faire des pronostics? Si vous permettez, on peut. Les sondages, on n'en a pas. Sauf peut-être à la DAG du ministère de l'Intérieur, mais nous n'y avons pas accès. Donc, les tendances, oui, il y a 4 grands partis. Grands partis, c'est-à-dire PJD, Istiqlal, PAM, RNI. C'est un ordre qui est dans le désordre, c'est par croissance et décroissance, qui sont installés, qui ont un maillage, qui ont une structure organique de dimension nationale et qui ont des moyens. Il y a un deuxième lot de partis intéressant où il y a l'USFP qui était dans le premier lot auparavant, il y a 10 ans, 15 ans, dans une autre vie. Maintenant, l'USFP, l'UC et l'EMP, en gros. Et puis, il y a une vingtaine de petits partis qui font 1%. Je voudrais ajouter rapidement 2 observations. L'enjeu évoqué à l'instant, l'enjeu politique, il est double. Parce qu'à travers les élections du 4 septembre, les élections locales et régionales, ça va avoir un impact sur l'échiquier politique à long terme. Oui, pour la Chambre des conseillers qui doit être élue le 2 octobre prochain,
qui fait 120 membres et qui est composé d'élus provenant de collèges indirects issus des chambres professionnelles, des chambres d'agriculture, d'artisanat, etc., plus les collectivités territoriales à concurrence de 3/5, c'est-à-dire 72. Donc les résultats obtenus par les uns et les autres vont contribuer à les positionner de manière favorable pour ce qui est de la Chambre des conseillers. C'est pour ça que c'est extrêmement... C'est la deuxième chambre du Parlement. Et je puis vous dire, je prends le risque que la future Chambre des conseillers du 2 octobre, nous aurons les résultats le 3 octobre à midi ou le 4, il y aura les partis d'opposition qui auront plus de 60 sièges, c'est-à-dire la majorité. C'est un enjeu extrêmement important. Deuxième observation, rapidement, ces élections se placent aussi, je reprends ce qui a été dit par Toabé, sous le signe de 2016. Moi, j'ai le sentiment que ces élections-là, c'est un deuxième tour. Le premier tour ayant été le 25 novembre 2011. 2011 avec donc l'arrivée du PJD au premier rang. Ces élections locales et régionales sont un deuxième tour qui va se traduire d'ailleurs par les mêmes résultats au niveau de la Chambre des conseillers pour préparer le troisième tour décisif de septembre ou d'octobre 2016 où il y aura un grand enjeu à ce sujet. Alors, professeur Saad. Je pense qu'il ne faut pas trop lire, décrypter ce qui va se passer le 4 septembre. La logique de ce scrutin est différente de celle de la représentation démographique, la première chambre. La représentation territoriale est toujours décalée par rapport à la représentation démographique. Et donc, moi, je ne miserai pas sur ce qui va se passer cette semaine. Pour vous, il n'y a pas de pronostic à faire. Difficile. Vous n'avez pas une visibilité de la chose. Pour ce qui est des communales, attendez. oui. Pour ce qui est des communales, oui. Professeur Saad. C'est Mustafa. Je pense que ce qu'on va avoir comme consultation populaire ce 4 septembre est important. Il va donner une idée sur la représentation. C'est un tournant pour vous, vraiment, ces élections du 4 septembre? Je ne le pense pas. Bien que ça se joue ailleurs. Nous avions jusqu'à maintenant 5 millions d'électeurs. Jusqu'à maintenant, nous avions 5 millions d'électeurs. Et chacun des partis... 7 millions d'électeurs. Attendez. Et suffrage exprimé. On avait jusqu'à maintenant 5 millions d'électeurs. Les dernières élections, on avait 5 millions. Et sur ces 5 millions, les partis prenaient un bout par là, un pourcentage par-ci, ça se déplaçait. Il y a une population qui se déplaçait. Là, nous avons 1 million supplémentaire d'inscrits. Alors, j'aimerais vraiment, parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie, on a quelques questions Facebook, et c'est vrai que c'est intéressant, alors je remercie les téléspectateurs qui nous les adressent. Je rappelle encore une fois que vous pouvez réagir sur la page Facebook et sur Twitter, hashtag 60MPC. Sophia nous dit, par exemple, trop de partis politiques, est-ce que cela ne tue pas la démocratie? Très rapidement. Je ne pense pas qu'une trentaine de partis chez nous soit vraiment un trop de partis politiques, comparé à d'autres situations, tunisiennes, espagnoles, portugaises, etc. Je partage même point de vue parce que l'essentiel, c'est pas d'avoir trop de partis, l'essentiel, c'est d'avoir des partis qui soient forts. Et donc, finalement, je rejoins aussi ce que disait M. Saïmi, c'est que finalement, ça va jouer entre 4-5 partis. Et donc, je réponds, si vous permettez, sur la question de la prévisibilité. Est-ce que ces élections sont prévisibles? Oui, rapidement. Je pense par rapport aux 2 dernières élections, ce sont les élections les moins prévisibles. En 2009, il y avait une grande machine. C'est un bon signe, c'est ça ma question. Est-ce que c'est un bon signe? En 2009, en 2009, il y avait une grande machine électorale qui était là, qui était le PAM, et c'était prévisible que ce parti-là va remporter. En 2011, le PJD, parce qu'il y avait le printemps arabe, parce qu'il y avait tout un climat, et parce qu'il y a une volonté aussi d'alternance chez l'électeur marocain, il a voté pour le PJD. Là, personne, il est bien malin celui qui va dire qui va arriver premier et qui va arriver troisième. C'est la fin de cette première partie. Juste pour conclure, je vous donnerai juste une petite réaction de Hamza sur Facebook. La difficulté des Marocains, c'est de savoir à qui faire confiance. Je ne vous ferai pas réagir sur cette question-là. On se retrouve pour la deuxième partie de 60 minutes pour comprendre. Après